Je ne sais pas si je vais interrompre ces gens qui sont en train de préparer leur prochaine exploration. Pour cette deuxième partie de l'après-midi, la parole sera à Jean-François Clairvoy puis Francis Rocard pour parler des explorations de demain. Mais on reviendra, ne vous inquiétez pas, aussi à nos précédents orateurs. Donc Jean-François Clairvoy, pour ceux qui auraient habité dans une grotte ou qui ne seraient pas venus hier, je rappelle qu'il est astronaute, on peut dire aussi spationaute, cosmonaute, il a dit que c'était tout la même chose. Il est allé 3 fois en orbite, il a eu l'honneur d'entrer dans Mir, qui n'existe plus, feu la station soviétique. Et aussi, il nous a parlé tout à l'heure, il nous a rappelé les prouesses de l'ISS, la Station spatiale internationale, et maintenant, président de Novespace, cette société qui fait faire des vols paraboliques, mais pas seulement, avec des Airbus. Et voilà, Jean-François, maintenant, l'exploration demain, toujours en orbite ou beaucoup plus loin, autres planètes, voire autres étoiles. Merci. Alors, bon, le mot exploration, c'est vrai qu'il veut dire plusieurs choses. Je voudrais juste faire quelques petits commentaires, quelques petites réflexions personnelles. Une fois, je me demandais pourquoi j'avais envie de faire ça. Et je me dis que notre seule façon d'interférer avec le monde, notre monde extérieur, sont nos sens. Donc la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, l'oreille interne et le toucher. Et je pense que on est naturellement enclin à chercher du plaisir avec nos sens. Et on préfère écouter de la belle musique que de la mauvaise musique. On aime bien voir un beau spectacle, un beau tableau. Je veux dire, un beau tableau ou un beau spectacle comme à Saint-Tropez quand on regarde la mer et la côte. On aime manger quelque chose qui est bon. Et je crois qu'il y a instinctivement, peut-être plus ou moins marqué chez les différents explorateurs, on recherche aussi le beau. On parlait de la poésie. Et quand on va dans un endroit, quand on voyage dans un endroit naturel, où l'homme n'a pas mis sa marque, on trouve toujours ça beau. Il n'y a aucun endroit purement naturel sur Terre, que ce soit du pur désert uniforme de couleur ocre ou blanc uniforme en Antarctique, on ne trouvera jamais ça moche, et au contraire, on trouvera toujours ça beau, émerveillant, inspirant. Et je pense que l'exploration nous pousse aussi à aller vers ces endroits où on se rapproche de la nature, on réfléchit à notre relation à la nature, au monde qui nous environne. Et en plus, quel que soit le type d'exploration, sous-marine, l'Everest, l'Antarctique, la Patagonie, tous vous l'ont dit, c'est beau, c'est émouvant. Et les images tout à l'heure au bord d'une crique en Patagonie où l'homme n'avait jamais mis les pieds, c'est beau, c'est toujours harmonieux, même si c'est une couleur uniforme. Il y a un peu ça. Puis, ce que je voudrais dire aussi sur le mot exploration, moi je fais la distinction entre le mot exploration et recherche. J'aime bien utiliser le mot recherche quand on recherche une solution à un problème. Par exemple en médecine, le cancer ou le sida, on recherche une solution. Dans le cas de l'exploration, on n'a pas de problème à résoudre. On ne cherche pas au premier degré une solution à un problème qui est posé au départ. On va là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a et pour accroître notre connaissance et quelque part peut-être instinctivement pour augmenter nos chances de survie. La curiosité qui nous pousse à explorer, bon, chez les animaux en général c'est pour trouver de la nourriture ou trouver les endroits où on est mieux protégé des dangers extérieurs, des prédateurs, etc. Et chez l'humain c'est aussi pour savoir, notamment l'exploration spatiale. Entre autres, c'est pour répondre à la question, mais Francis en a parlé hier, on reparlera, puisque c'est lui qui nous dira pourquoi on explore l'espace, entre autres, mais d'où l'on vient, où l'on va, qui l'on est, pourquoi on est là, pourquoi on existe. Donc, ce dont je vais vous parler rapidement, là, je vais présenter quelques slides, c'est sur ce qui va permettre à des non-professionnels, dans le futur proche et puis lointain, d'accéder à l'espace. Alors, cette slide, c'est pour vous montrer que le vol orbital nécessite une vitesse très élevée pour tomber, toujours attiré par la Terre, qui nous attire vers le centre, mais pour tomber sans jamais rencontrer d'obstacles. Il faut voyager horizontalement à une vitesse de l'ordre de 28 000 km/h. Si on atteint l'espace, mais avec une vitesse beaucoup plus faible, on retombe tout de suite. C'est ce qu'on appelle le vol suborbital.
On accède à l'espace, mais on redescend tout de suite. Alors, la première façon de le connaître, c'est ce qu'on appelle les vols paraboliques. Ça consiste à lancer un avion en l'air en lui faisant croire qu'il est dans le vide. Et pendant 22 secondes d'affilée, on est en apesanteur la même que dans l'espace. Rigoureusement, l'avion suit un arc orbital. Donc je vous montre ici un petit film avec notre avion, l'Airbus 0G de Novespace. Donc j'ai introduit les tout premiers vols paraboliques il y a une trentaine d'années sur une Caravelle. Et depuis, on a évolué. C'est un Airbus de 5 mètres de diamètre. C'est le plus gros avion au monde qui permet ces manœuvres dites paraboliques. Donc l'avion est filmé par un Alpha Jet en patrouille serrée. Vous allez le voir cabrer presque comme s'il partait en looping. C'est très impressionnant. Et à l'intérieur, vous êtes tassé perpendiculairement sur le sol, sur le plancher, sans vous rendre compte que l'avion est incliné. Et vous ressentez une accélération, une pression sur votre dos qui est même supérieure à celle que j'avais au décollage en navette spatiale. C'est presque 2G. C'est pas beaucoup. Tout le monde dans cette salle pourrait supporter facilement. Mais c'est impressionnant. On peut s'imaginer, en fermant les yeux, qu'on est en train de partir pour l'espace. Vous voyez, c'est filmé en vrai. Hein. C'est le seul avion de ligne qui cabre comme ça. Et à l'intérieur, on tombe. Et l'avion tombe avec nous. Donc on est attiré ni vers le haut, ni vers le bas, ni vers les collègues. Et pendant 22 secondes d'affilée, et on fait ça 10, 30, 40 fois par vol, eh bien on est en apesanteur. Alors on avait beau dire à Julie de ne pas battre dans la semoule. C'est très difficile quand on n'a pas l'habitude de résister à cette tentation. Voilà, Christophe ici est très à l'aise. Alors j'en suis à environ 3000 paraboles à ce jour. Et à chaque fois, c'est la même magie, c'est le même plaisir. Je goûte aussi fort à cette sensation, plutôt ce manque de sensation, je puis dire, puisqu'on ne sent plus son poids. Et dans l'espace même, on en arrive à oublier qu'on a un corps quand on flotte comme ça en apesanteur. Voilà, donc ça c'est dit, on appelle ça le vol parabolique. Et on le commercialise. Alors c'est un avion qui fait surtout des vols paraboliques pour la recherche scientifique en apesanteur. Mais 5 à 6 fois par an, on vide l'avion d'expérience et il y a 40 passagers qui ne viennent que pour vivre l'apesanteur. En payant 5 000 € hors taxe, c'est assez cher parce qu'on vole peu et il y a peu de sièges. Et on commence par la gravité martienne. Je vais vous montrer une parabole de gravité martienne. C'est-à-dire que dans l'avion, vous pesez sur le plancher comme si vous étiez sur Mars. Un peu de l'ordre de 1/3 de la gravité terrestre. Et on peut passer pour Monsieur Muscle. Non, ça c'était en apesanteur encore. Oui. C'est juste pour vous montrer comment on peut évoluer de façon libre, s'asseoir au plafond. J'avais le fameux bob de Ron John, pour ceux qui connaissent à Cocoa Beach, ce shop de surf. Alors voilà ici une parabole à gravité martienne. Elle dure 35 secondes. Et on peut passer pour Monsieur Muscle, des pompes sur un bras. Tout ça, c'est la même parabole. Vous allez voir, elle dure assez longtemps. Alors, vous voyez bien avec les collègues à côté qui sautent qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Là, on ne revient pas au sol, on saute, on est un peu léger. Et après, je vais faire l'équerre avec des abdominaux de Schwarzenegger sur 6 doigts. Alors, encore les pompes sur une main. Allez, hop. Costaud, costaud le gars. Alors, dans un avenir proche, vous allez entendre parler de plus en plus de vols suborbital, qui était la même chose qu'un vol parabolique que vous avez vu en avion, sauf qu'il n'y a qu'une seule parabole et elle monte à 100 km. Pour ça, il faut équiper l'avion d'un moteur fusée qui donne l'élan vers le haut pour que l'avion et ses passagers dépassent les 100 km, qui sont l'altitude théorique au-delà de laquelle on dit qu'on est astronaute, mais en fait, c'est purement conventionnel. Pour moi, dès que vous voyez le ciel noir, en plein jour, c'est que vous avez dépassé la plus grosse épaisseur d'atmosphère et vous êtes dans l'espace. La vue, la sensation sont celles de l'espace. Donc ces vols-là coûtent 200 000 €. On appelle ça aussi des vols, le vol spatial touristique. Alors, c'est pas vraiment un produit de luxe, bien que ce soit très cher et réservé au début à des gens très privilégiés financièrement. 200 000 €, ça coûte cher. Mais c'est ce que ça coûte à cause de l'énergie mise en jeu. En fait, quand vous regardez le prix du vol orbital pour les 7 personnes qui se sont payées 20 à 30 millions de dollars une semaine dans l'espace, quand il y avait un siège de libre sur un vaisseau russe, donc ils sont 7 à ce jour, dont un qui s'est payé 2 fois, c'est un des fondateurs de Microsoft, parce que il est plusieurs fois milliardaire, donc 20 millions de dollars, c'est pas ça qui va le gêner, comme on disait tout à l'heure. Et ça lui a tellement plu qu'il a voulu le revivre. Donc le vol suborbital, c'est 50 à 100 fois moins énergétique. C'est 100 fois moins cher. Au lieu de 20 millions, c'est 200 000 $.
200 000 euros, les prix sont en train de monter un petit peu. Alors, il y a plusieurs sociétés totalement privées, donc c'est un business totalement privé. Il y a un marché qui démontre qu'il y a suffisamment de clients dans le monde capables de payer, qui ont envie de payer, qui sont prêts à payer 200 000 euros pour vivre l'expérience spatiale, parce qu'avec ce type de vol suborbital, en montant à 100 km, vous avez la totale de l'expérience d'astronaute. Le gros coup de pied aux fesses au décollage, vous allez le voir tout à l'heure sur la vidéo, le ciel noir, la rotondité, la beauté de la Terre et l'impesanteur pendant 4 minutes et demie, 4 à 5 minutes continues, qui est d'ailleurs la même durée qu'on offre dans notre avion. Dans notre Airbus 0G, c'est 4 minutes et demie d'impesanteur, mais en 12 fois, après les paraboles martiennes et lunaires. Alors, des visionnaires, et ici, Anoucheh Ansari, avait lancé il y a une quinzaine d'années le X-Prize, qui consistait, pour une société 100% privée, à faire voler un véhicule habité à plus de 100 km 2 fois en moins de 15 jours. Et le premier qui réussirait gagnerait 10 millions de dollars. Donc c'est Scale Composites et donc soutenu par Virgin Galactic qui a gagné il y a 11 ans. Et vous allez voir là un petit film. Alors il y a un peu de son. Voilà, on peut mettre un peu de son. Vous voyez le pilote qui prie, un pilote d'essai. Donc l'idée, c'est un avion fusée qui est largué d'un avion porteur et une fois largué, il allume le moteur. Et c'est pas du bidon, hein. Ça secoue bien. C'est de l'ordre de 4 à 5 G l'accélération. Donc plus élevé que dans une fusée classique. Et là, il redevient un gamin. Regardez comment il écarquille les yeux. Il est dans l'espace pendant 4 à 5 minutes. Et il redescend. Et il n'y a personne aujourd'hui qui pourrait vendre ce même produit moins cher. Les 200 000 euros, c'est ce que ça coûte à cause des lois de la physique qui imposent une dépense énergétique très élevée. If I could please invite onto the stage Burt Rutan, the designer of the first private spaceship, Spaceship One. Burt. Alors aujourd'hui, vous avez quatre compagnies restantes des 25 qui avaient concouru à l'époque. Alors en bas à droite, c'est le projet européen, mais qui est très développé sur le papier, mais ils n'ont pas le financement pour démarrer la fabrication. Par contre, les 3 autres sont tous très avancés, dont Virgin Galactic avec le Spaceship 2, qui est la version agrandie du Spaceship 1 que vous venez de voir. Dessous, X-Core avec son avion qui s'appelle le Lynx, qui volera probablement l'année prochaine pour la première fois, qui est très avancé et très au point sur le plan de la propulsion. Et en haut à droite, vous avez la capsule Blue Origin de la société, la capsule New Shepard de la société Blue Origin fondée par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et qui a réussi 2 fois cette année en catimini, sans trop en parler dans la presse. Il a réussi 2 fois en grandeur nature à 100 km le vol suborbital. Donc là, vous avez le Spaceship 2, qui est le projet qui a malheureusement... Oui. Donc là, le Spaceship 2 est largué d'un avion porteur comme son petit frère qui l'a précédé, le Spaceship 1. Il y a eu un accident mortel il y a 1 an. L'avion s'est désintégré en vol. Donc le prototype numéro 2 termine d'être assemblé et devrait faire les premiers vols au début de l'année. Donc ça donne 2 ou 3 ans de retard. Mais avant la fin de la décennie, vous aurez des passagers payants de l'ordre de 200 000, mais maintenant je crois que c'est 300 000 $ pour faire un vol dans l'espace de quelques minutes. Voilà la base spatiale, le port spatial qui est déjà construit au Nouveau-Mexique. Ici le Lynx, le profil du Lynx, c'est toujours pareil. Alors là, c'est pas un avion largué d'un avion porteur, c'est un avion fusée à 2 places seulement, le pilote et à côté le passager payant, qui décolle avec ses moteurs fusés horizontalement comme un avion. C'est les mêmes moteurs fusées qui l'accélèrent horizontalement pour le faire décoller et qui après donnent l'élan vers le haut pour atteindre les 100 km. Voilà, il est quasiment en fin d'assemblage. Pardon, hop. Oui, c'était le pointeur laser, je voulais vous montrer. Mais vous le voyez en haut à droite avec les essais moteurs. Et d'ailleurs, le chef pilote, c'est un
un collègue, un ami astronaute américain qui parle français couramment, puisqu'il a fait l'échange avec l'école de l'air à l'époque, et qui devrait donc faire le premier vol en 2016. Et donc, Blue Origin, qui a conçu le New Shepard, le concept du vol suborbital, c'est toujours le même, hein, faire vivre l'expérience d'un astronaute que vivent les astronautes dans l'espace pendant quelques minutes. Lui, son concept, c'est décoller verticalement, comme les fusées classiques. Les 3 passagers avec un pilote seront dans une capsule au sommet d'un étage fusée, un seul étage, parce qu'ils ne cherchent pas à atteindre la vitesse orbitale. Ils montent à 100 km. Le lanceur est récupéré d'un côté. On peut baisser un tout petit peu le son. Donc le lanceur sera récupéré de son côté, vous allez le voir, et la capsule descendra sous parachute avec des rétrofusées pour amortir à la fin. Donc imaginez-vous à l'intérieur, décollant là vraiment comme les astronautes classiques dans une capsule de type Soyouz ou Apollo de l'époque. Donc ça c'est un vol qui a eu lieu il y a 1 semaine. Il avait réussi il y a 6 mois, mais sans récupérer l'étage de lancement. Donc voilà ce qui se fera en altitude. La capsule monte, des très grands hublots. Et un retour sous parachute. Et voilà le lanceur qui revient et qui est récupéré. Il est très léger, il est vide de carburant, il y en a très peu, juste suffisamment pour compenser le poids. Vous voyez la tuyère qui oriente violemment sa direction pour compenser le déséquilibre. Hop. Donc il n'y a personne dedans, hein, là. Mais il s'agit de récupérer le lanceur. Les autres ont choisi un avion qui se pose horizontalement sur une piste pour le récupérer. Et lui, il récupère son lanceur, mais verticalement. En automatique. C'est pas facile de deviner aujourd'hui lequel de ces 3 concurrents très avancés, donc c'est encore une fois, c'est financé sur fonds totalement privés, sera le premier à lancer les vols commerciaux. Bon, et puis il y a le projet européen, c'était avec 4 personnes, et le concept là, c'est un avion comme un avion d'affaires qui s'autoporte avec ses propres réacteurs à l'altitude idéale d'allumage de son moteur fusée qui occupe la moitié arrière du fuselage. Alors on a des projets qui sont un peu loufoques, qui sont annoncés, par exemple celui-là, le Ship in Space, qui annonce avant la fin de la décennie plus de 40 personnes pour un vol de 10 minutes dans l'espace, mais c'est très peu probable. Alors une autre forme de tourisme spatial, alors tout ça je vous parle, si on appelle ça de l'exploration, en tout cas c'est de l'exploration confortable. Il faut juste avoir les guts, comme on dit, l'audace de monter là-dedans, et le risque qui est associé avec, puisque on prend un paquet d'énergie quand on prend de la vitesse ou de l'altitude, et spécialement dans un vol spatial. Là, il s'agit de monter une nacelle dans laquelle se trouvent les touristes, à environ 35 km d'altitude, donc très proche de l'altitude du Solar Stratos. Et là, pendant 2 heures, ils sont là à observer la Terre. Donc, ils n'ont pas la poussée du moteur fusée au départ, mais ils ont la vue de la Terre, même s'ils sont 10 fois plus bas en altitude que la Station spatiale internationale, ils ne sont qu'à 35 km. Sensoriellement, c'est la même expérience. Le ciel noir, la courbure de la Terre et le champ de vue qui porte très loin. Et quand ils se séparent du ballon, eh bien pendant 30 à 40 secondes, ils sont en apesanteur pure, parce que l'air est tellement raréfié qu'il faudra attendre une trentaine de secondes avant qu'ils ressentent les effets de la gravité à l'intérieur. Donc plusieurs vols ont été réalisés en grandeur nature, et voilà la vue que vous avez en altitude depuis la nacelle. Et voilà le projet vu de côté. Alors il y a 2 projets dans le monde, il y a Bloon qui est en Espagne, et il y a Worldview qui a copié sur eux, quand Bloon est allé les voir pour leur demander de concevoir leur système de support vie. Ils se sont dit, tiens, c'est une idée sympa, et comme ils étaient assez spécialistes dans tout ce qui est nacelle, et ils ont conçu un projet concurrent qui s'appelle Worldview, qui est quasiment le même. Alors maintenant, parlons du tourisme orbital. Alors là, on change de niveau d'énergie et de financement. Il y a un ingénieur, Bigelow, chef d'entreprise, qui a récupéré des études faites par la NASA il y a très longtemps sur les modules gonflables auto-rigidifiables, qui permettent d'obtenir dans l'espace des très grands volumes, beaucoup plus grands que ce que l'on peut mettre dans la coiffe d'une fusée. Vous avez un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et il y a actuellement dans l'espace Genesis 1,
C'est le nom de son premier module. Il est inhabité, il est en orbite. Personne ne lui a jamais rendu visite parce qu'il n'y a pas de vaisseau aujourd'hui pour y aller. Mais lors du vol du Français Thomas Pesquet l'année prochaine, donc ce sera en 2017, il décolle en novembre 2016 pour un vol de 6 mois. Au cours de sa mission, normalement, on doit tester à bord de la Station spatiale internationale un exemplaire de ce module rigidifiable. Ce module rigidifiable, d'ailleurs, donne l'idée de concept de base lunaire élémentaire assez facile à installer plutôt qu'avec des structures rigides. Alors, la mission d'exploration sur laquelle a principalement travaillé la NASA ces dernières années, c'est une mission de capture d'astéroïdes qui consiste d'abord pour un vaisseau automatique inhabité de gonfler un gros filet pour capturer un astéroïde qui passera près de la Terre, le capturer comme ça, et une fois capturé, un équipage lui rendra visite avec un vaisseau habité que vous voyez ici à droite, et une fois accosté, vous voyez en bas à droite la porte est ouverte et il y a 2 astronautes qui vont piocher des échantillons sur l'astéroïde. C'est un projet très sérieux au point qu'il y a déjà des équipages qui s'entraînent sur les techniques, comme vous le voyez ici, sous l'eau, qu'on utilise pour s'entraîner aux sorties dans l'espace. Maintenant, dans un futur, là on parle d'un futur dans les années 20. Maintenant, cette image que je vous montre, c'est un concept d'exploitation minière de la Lune. On est plutôt à la fin du siècle, au plus tôt, parce que là, c'est vraiment des grosses infrastructures, parce qu'il y a des possibilités intéressantes d'extraction de minerais, notamment le géologue dont je vous ai parlé hier, Jack Schmitt, il milite à travers le monde pour l'extraction de l'hélium 3 sur la Lune. C'est un isotope de l'hélium qui est très rare sur Terre, parce qu'il vient essentiellement du Soleil et est dévié par le champ magnétique. Et sur la Lune, il y en aurait des centaines de milliers ou millions de tonnes. Et apparemment, avec de l'ordre de 100 tonnes d'hélium 3, si on maîtrise la fusion thermonucléaire et les très 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 hautes températures, on satisfait la demande énergétique de la Terre entière, toute forme d'énergie confondue, pendant 1 an. Donc ça semble attractif. Mais bon, c'est vraiment de la science-fiction aujourd'hui encore. Mais la semaine dernière, le Congrès américain a fait passer une loi qui autorise les sociétés américaines à aller extraire des minerais, des matériaux d'autres corps célestes. Ça semble en violation avec le droit de l'espace signé par tous les partenaires dans les années 60, signé par les Russes, les Américains, les Européens, etc. Mais il y a des juristes qui apparemment trouvent des finesses pour justifier que ce n'est pas trop contradictoire. Alors la NASA a étudié des concepts d'exploration de la Lune, notamment ici, vous voyez un concept assez sympa, c'est le scaphandre qui reste stocké à l'extérieur du module habitable à roulettes. Et donc, pour sortir dans l'espace, vous ouvrez une porte qui vous permet de rentrer dans votre scaphandre et quand vous la fermez derrière, eh bien vous pouvez vous détacher de la nacelle et commencer à marcher sur la surface et sans avoir consommé l'air qu'il y a dans le sas. Alors pour s'entraîner à ce type d'activité, on s'entraîne sous l'eau et je vous montre ici quelque chose de très sympa que j'ai fait il y a 2 ans à Marseille. C'est dans une crique des îles du Frioul. On est par 7 mètres de fond. Je suis en scuba, c'est-à-dire en plongée avec bouteille, avec une ceinture de plomb qui me donne une pesanteur apparente sur le fond équivalente à celle sur la Lune. Donc je pèse à peu près 1/6 de mon poids. Et je suis dans un scaphandre qui simule très bien un scaphandre spatial en termes de rigidité, de difficulté de faire des mouvements, et dont le poids est aussi similaire au poids d'un scaphandre sur la Lune, c'est-à-dire 1/6 de son poids normal. Vous savez, un scaphandre spatial, c'est de l'ordre de 100 kg, mais ça pèse plus que 16 kg. On a l'impression de déplacer plus que de 16 kg. Donc, j'ai répété dans cette simulation exactement toute la mission Apollo 11 sur la Lune. Donc, on a regardé le scénario des tâches faites par Buzz Aldrin et Neil Armstrong. La COMEX a développé les outils pour prendre des échantillons. Et vous allez voir comment on peut sauter et on ressent vraiment cette pesanteur légère sur la Lune que l'on reproduit aussi dans notre avion 0G. Ça doit être les images qui viennent juste après. Alors il y avait un lemme, il y avait une échelle, il y avait un lieu de stockage. Alors bien sûr, s'il y avait pas comme il y a les bulles, vous devinez que je suis pas sur un autre corps céleste. Mais aujourd'hui, c'est très clair qu'on préparera les équipages d'exploration de corps célestes à gravité réduite, astéroïdes,
Lune ou Mars dans des très grandes piscines qui reproduiront la surface et avec des équipements qui reproduiront donc les effets du port du scaphandre. Quand on sort dans l'espace, à l'extérieur, il y a le vide ou une très faible pression. Et vous voyez ici les bonds. Le scaphandre doit être gonflé à l'oxygène pur et ça le rend très rigide. Voilà les missions du futur. Donc là, c'est typiquement la capsule Orion développée par la NASA avec l'industriel Lockheed Martin et l'étage supérieur qui permettra de la transporter loin de l'influence terrestre. Voilà des vues sur les vaisseaux futurs qui permettront de voyager vers Mars, par exemple. Alors ici, vous avez un concept. Alors je crois que c'était le précédent. Attendez, non, vous avez un concept au-dessus de Mars. Et ici, vous avez un concept, pour aller vers Jupiter. Et le moteur qui est oui, c'est parce que à chaque fois, je crois que c'est le laser quand j'appuie là-dessus. Le moteur que vous voyez là, c'est un dérivé du moteur Vasimir qui est inventé par un astronaute américain qui s'appelle Franklin Shank Diaz, qui va tester un de ses moteurs à plasma dans la station spatiale et dont une version à une autre échelle permettrait d'atteindre les planètes lointaines du système solaire en un temps beaucoup plus court qu'avec la propulsion chimique. Et puis dans un futur encore plus lointain, peut-être qu'on aura trouvé le matériau idéal pour construire l'ascenseur spatial. Et dans un futur encore plus lointain, on aura des villages dans l'espace. Si vous avez le projet Apogéos avec plus de 10 000 personnes à bord. Comme disait un écrivain américain, les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Donc, si un jour on sent notre planète menacée, ne serait-ce que par des cataclysmes naturels, à tel point que la vie humaine sera devenue impossible, il faudra qu'on ait appris à vivre ailleurs si on veut pérenniser l'espèce humaine. Mais il y a encore plein d'endroits où on peut vivre sur Terre, même ceux qui apparaissent hostiles aujourd'hui. Vous avez vu la démonstration qui sont vivables, et avec la technologie, la volonté, les bonnes décisions politiques, les bonnes techniques de recyclage et d'utilisation des énergies naturelles. Et nous sommes les as dans l'espace. Dans l'espace, on n'utilise que le soleil et on recycle quasiment tout. Dans la station spatiale, les astronautes boivent l'eau de leur urine et on est surtout des champions de l'anti-gaspillage. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse sur Terre. Voilà. Bon, merci pour votre attention. Ah oui, j'ai pas terminé. Je voulais vous faire écouter ma meilleure définition en ce qui me concerne de l'exploration. Donc, on peut mettre le son. C'est en anglais, mais je crois que c'est traduit en haut. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. C'est exactement ce qu'on fait à l'Agence spatiale française, où travaille Francis, ce qu'on fait à l'Agence spatiale européenne, où je travaille. Et si on prend cette définition, à part rechercher les traces de vie qui sont assez spécifiques à l'exploration spatiale, dont Francis nous a parlé, pour les deux autres définitions, explorer de nouveaux mondes étranges, aller là où on n'est jamais allé, c'est exactement ce que font tous les explorateurs, comme vous l'avez entendu depuis ce matin. Voilà, merci. Merci.